L'ADN présente Mutation, le podcast qui observe l'époque en cultivant l'esprit de conversation. Loïc, tu es journaliste et auteur spécialisé sur les mondes numériques et tu viens de sortir aux éditions des Arènes La Simulation, une enquête sur la théorie qui fascine la Silicon Valley et si notre monde n'existait pas. Bonjour Loïc. Salut. Merci de nous rendre visite à l'ADN. J'ai dévoré ton bouquin, je l'ai dévoré ce week-end et il m'a provoqué en fait à la fois une stimulation, une grande stimulation au départ, parce que c'est vrai que le sujet de toute façon, c'est un attrape journaliste et c'est un attrape ADN. Donc cette idée que des milliardaires, on ne sait pas très bien lesquels, dans la Silicon Valley, financent des recherches pour savoir si oui ou non nous vivons dans une simulation, dans la matrice. Mais à partir de là, tu nous emmènes dans une enquête qui va bien au-delà. On va parler de sciences dures, de physique quantique, et puis à l'opposé du spectre, tu nous promènes du côté du paranormal. Donc il va être question d'état modifié de conscience, de guérison miraculeuse, de sortie du corps. Et plusieurs fois, à vrai dire, j'ai dû poser le livre parce que je me demandais si j'allais pas un peu trop loin dans mes lectures, si tu m'emmenais pas sur des sentiers un peu sulfureux. Et en tout cas, j'ai vraiment eu l'impression de vivre des montagnes russes avec cette lecture, et donc je te remercie. C'est très bien écrit. Et puis, c'est vrai que c'est assez troublant en 2026, particulièrement, un moment où on est pris d'assaut par des fake news, des réalités qu'on a l'impression de devenir alternatives, des IA génératives, des algorithmes qui construisent une réalité un peu pour chacun pour soi. Eh bien, on a l'impression que la question de ton bouquin, qui est finalement qu'est-ce qui est vrai, c'est quoi la réalité, eh bien, cette question devient une question qui sort des sentiers de la philosophie pour devenir terriblement quotidienne et extrêmement incarnée. Tu commences ton travail, qui va durer plus longtemps que prévu, je pense, par la lecture d'un article que j'ai relu du coup, parce que je l'avais lu à l'époque, et il est extrêmement long et totalement passionnant. C'est un article qui est paru dans le New Yorker, un article de Tad Friend, qui était intitulé « La destinée manifeste de Sam Altman ». Donc c'est un article qui avait été écrit en 2016, et c'est complètement passionnant de le relire, à vrai dire. Et dans cet article qui est très très long, tu vas choper une phrase qui est vraiment perdue dans un immense flux extrêmement intéressant, qui évoque la possibilité que 2 ou 3 milliardaires s'intéresseraient à cette théorie de la simulation. À cette époque, tu connais quoi de la théorie de la simulation ? Pourquoi ça t'interpelle à ce point-là ? Bon, déjà, je te remercie pour cette super introduction. À l'époque, la théorie de la simulation, à vrai dire, j'y connais pas grand-chose. J'ai vu Matrix comme tout le monde. J'ai un petit goût pour la science-fiction, c'est vrai. J'ai lu des romans de Philippe K. Dick où le sujet est quand même en définitive au cœur de ces intrigues. Enfin, il y en a 2 auxquelles je pense, c'est Le Temps désarticulé et Ubik, où là, voilà, à chaque fois on a l'histoire d'un personnage qui se rend compte qu'il vit dans une réalité, mais qui n'est pas la réalité de base, qui est donc une espèce de forme de réalité simulée. Mais à vrai dire, je suis beaucoup moins obsédé par la question, par exemple, que les chercheurs que je vais rencontrer, qui eux ont tous un peu dans leur parcours, à un moment quand ils avaient 16 ans, ils ont vu ou lu quelque chose qui a fait que ça leur est resté profondément en tête. Moi, j'avoue que il y a le point de départ, comme tu le notes, c'est un peu le journaliste à l'affût d'une bonne histoire, en fait. Et donc, cet article, je le lis dans le cadre d'un autre livre que je suis en train d'écrire à l'époque, qui est Le Syndrome de Palo Alto. Oui, ton premier roman. Voilà, exactement. Donc, un roman, cette fois, mais qui était un roman qui mettait en scène donc un certain nombre de personnages vivants à San Francisco et qui, en creux, en fait, interrogeait notre condition d'otage consentant de la technologie. Et à travers C'était un peu les perdants de la Silicon, ceux qui en souffraient.
Ça tournait beaucoup autour de ça, effectivement. C'était un entrepreneur qui se faisait virer de sa propre start-up. C'était un groupe d'activistes anti-tech qui, effectivement, déplorait la dystopie qui était devenue San Francisco et qui décidait, du coup, de s'en prendre à des entreprises ou des figures, justement, qui incarneraient cette dimension... cette dimension de société à deux vitesses qui se serait mise en place à cause de ça. Et donc donc je suis dans ma veille. J'ai déjà l'idée de mon roman, j'ai déjà commencé à l'écrire depuis un moment, mais je ne vis pas à San Francisco, donc je m'astreins à une lecture un peu régulière de tiens, qu'est-ce qui se passe. Et donc je vois passer ce papier sur Sam Altman, qui n'est pas très connu à l'époque. Oui, complètement inconnu même. Disons que si t'es vraiment quelqu'un de la Silicon Valley, c'était le patron de Y Combinator, qui est le plus grand incubateur de start-up de la vallée. Et donc du coup, il est identifié en tant que tel. Mais sinon, c'est vrai que moi, c'est la première fois que j'en entends parler, je pense quasiment à ce moment-là. Et donc l'article raconte en long, en large et en travers les débuts d'OpenAI et l'obsession d'Altman et de ses petits amis pour l'intelligence artificielle d'une part, mais surtout ça met en scène la crainte qu'ils ont qu'on puisse un jour être asservi en fait par cette IA. Et donc il y a ces deux phrases qui sont lâchées et je me dis ça vaudrait le coup de voir un peu ce qu'il y a derrière. Mais en vrai, je vais la mettre de côté cette phrase, je vais terminer mon roman et 2 ans après, quand je vais avoir fini, je vais aller vérifier est-ce que quelqu'un s'est un peu attelé à ça, et personne. Ok. Donc tu pars, t'es plutôt curieux, mais t'as pas beaucoup d'indices pour commencer ton travail. Non, j'ai vraiment pas grand-chose, mais ce que je fais... en fait, je regarde qui a parlé de près ou de loin, notamment dans des médias ou écrit des bouquins sur le sujet. Je me rends compte qu'en fait, on a une petite paroisse qui sont toujours un peu les mêmes. On a, je sais pas, une dizaine ou une quinzaine de... scientifiques essentiellement, quelques futurologues, idéologues. On a donc en fait des gens qui sont astrophysiciens à la NASA, qui sont chercheurs en intelligence artificielle dans des grandes facultés type Berkeley ou Princeton. On a un type qui est un ingénieur sorti du MIT qui s'appelle Rizwan Virk, qui a écrit un bouquin carrément entier sur la théorie de la simulation. Parce que la théorie de la simulation, ça commence dans les années 2000, au tout début des années 2000. Comment ça commence et qu'est-ce que ça raconte exactement? Parce que c'est quoi le principe? Le principe, il a l'air un peu flou à la base. En vrai, la théorie de la simulation, ça commence il y a plus de 2500 ans avec Platon qui dit que en fait la réalité a priori n'est pas ce qu'elle est. Enfin, il a son allégorie de la caverne où il raconte l'histoire d'une brochette d'humains qui vivent à l'intérieur d'une caverne, qui ont l'impression de percevoir la réalité. Or, ce qu'ils ne voient, ce sont que des ombres sur un mur qui sont reflétées. Et en fait, ces ombres sont en réalité des personnes qui existent en dehors de la caverne et qui passent devant cette caverne où il y a un feu qui brûle et qui du coup crée des ombres. Donc, c'est très marrant de faire frictionner Platon et sa théorie de la caverne avec la simulation de la silicone. En fait, en définitive, c'est ça. Et puis après, le sujet, du coup, dans les années 70, revient à travers... j'ai mentionné Philippe Cadic. On pourrait parler de Stanislas Lem, côté soviétique, qui explore aussi la question. Il y a aussi un écrivain, qui s'appelle Daniel Galloway, qui a écrit un livre qui s'appelle Simulacron 3, qui, pareil, est un peu un des livres un peu emblématique du sujet, qui va être adapté 2 fois, d'abord dans les années 70 par Rainer Fassbinder, metteur en scène complètement iconoclaste, un peu fou, ouest-allemand. Et puis le film de Fassbinder va avoir le droit à son remake. Et alors ça, c'est complètement fou. En mai 1999, ça s'appelle Passé virtuel. Mais le film va passer, pour le coup, totalement inaperçu, pour la bonne et simple raison que 2 mois avant, il y a un autre film qui sort, qui explore exactement la même question, Matrix. Et en fait, du coup, je dirais que le point de départ vraiment de comment la simulation arrive dans l'espace public, c'est Matrix. Et puis après, à partir de là, dans les 2 ans qui vont suivre, il y a ce chercheur, qui en l'occurrence c'est un philosophe, qui a une chaire à l'université d'Oxford, qui s'appelle Nick Bostrom, qui va écrire un article scientifique intitulé « Vivons-nous dans une simulation ?» où il pose un certain nombre de conditions en disant
pour la faire simple, il pose un certain nombre de conditions et il dit en vertu de ces conditions, il y a plus de chances qu'on vive dans une simulation que l'inverse. Et cet article un peu obscur publié sur un coin de toile va finir par être en fait lu et relu, tellement qu'il va devenir un peu culte dans la Silicon Valley. Et il va trouver en 2016, point de départ en fait de mon enquête, un VRP absolu en la personne d'Elon Musk, qui dans le cadre d'une conférence, la Code Conference, qui est une conférence un peu très emblématique de l'écosystème tech américain, va s'en ouvrir et va reprendre quelque part la théorie de Bostrom, mais en la reformulant façon Musk, de manière sexy, sûre de lui, et où en fait il va lâcher ce speech où il dit il y a qu'une chance sur des milliards qu'on vive dans une réalité de base en vertu du développement, du progrès technique, etc. Bon voilà, il fait du Musk. Oui, parce que c'est une envolée lyrique. Il n'a absolument pas travaillé sur le sujet plus que ça, si ? Eh ben, quand même, moi, je vais me rendre compte au cours de mon enquête, puisque le point de départ de l'enquête, c'est cette phrase là dans l'article de Tad Friend, donc dans le New Yorker, c'est cet article sur Sam Altman, où il est dit, en fait, Friend décrit, il y a 2 milliards. Donc la simulation est un sujet très à la mode dans la Silicon Valley, on en parle beaucoup, tellement qu'il y a 2 milliardaires de la Silicon Valley persuadés qu'on vivrait dans une simulation, qui ont embauché secrètement une équipe de scientifiques pour prouver qu'on vit dans la matrice. Et donc, du coup, c'est vrai que l'enquête, au début, c'est qui sont les milliardaires, qui sont les scientifiques. Et du coup, sur ma quête un peu des milliardaires et des scientifiques, je vais notamment rencontrer à un moment donné une chercheuse en physique de l'Université du Maryland qui a écrit un article où elle propose un moyen d'identifier un glitch. Elle dit, si on est dans une simulation... Alors, c'est quoi un glitch ? Voilà, c'est une anomalie, en fait, dans le code de la réalité. Ouais. Enfin, c'est un peu... Un glitch, en fait, c'est l'équivalent de... On pourrait imaginer un jeu vidéo qui serait très très grand, voilà, un jeu type GTA ou ce qu'on appelle les jeux open world, mais si on va tout au bout de la map, tout au bout de la carte, et ben potentiellement il y a cet endroit où tout à coup le bras du joueur passe à travers l'écran un peu, enfin il y a une espèce de bug. Bon, ça c'est un glitch. Et l'idée de ces chercheurs est de dire, est-ce qu'il existe des glitches dans la réalité ? Donc elle propose un truc un peu comparable à ce que je dis, c'est pour ça que j'utilise cette image. Elle dit peut-être qu'en observant la propagation de la lumière au fin fond du cosmos, eh ben, on pourra peut-être trouver en fait une manière qu'elle a de se refléter qui indique que y a un glitch. C'est très hypothétique parce qu'on n'a pas les moyens techniques de le faire. Mais quand je l'ai contactée, par exemple, elle m'a dit ouais, moi j'ai eu Musk au téléphone. Donc on s'approche de la cible. Mais au départ, tu galères pas mal à trouver des vrais scientifiques de sciences dures qui s'intéressent sérieusement au sujet. C'est quoi les gens que tu vas finir par découvrir ? C'est quoi leur profil, leur spécialité ? Donc c'est vrai que au début je suis un peu feu de tout bois, j'envoie plein d'emails, on me répond pas trop, donc je me dis en fait je vais aller faire du terrain, ça va être plus simple. Donc je repars 5 semaines dans la Silicon Valley, un peu mort de faim, et en me disant que je vais contacter tous les gens qui ont parlé du sujet. Je finis tant bien que mal par avoir des réponses, et le profil est très intéressant, c'est que on a affaire à des chercheurs qui, comme je le disais un petit peu plus tôt, ont des pédigrés qui sont absolument remarquables. Ils travaillent à la NASA, ils travaillent à Berkeley, ils travaillent au MIT, ils travaillent à Caltech, ils sont mathématiciens, philosophes, neuroscientifiques, astrophysiciens. Donc en fait, ce sont quelque part, je dirais, c'est un peu des pontes de notre système scientifique. Mais ce qui est intéressant avec eux, c'est que ils ont une manière de penser qui sort un peu des cadres, et ils disent on serait bête de ne pas considérer la possibilité que notre réalité soit une espèce de simulation, dans le sens où les découvertes en physique quantique, depuis un peu plus d'un siècle, sont venues complètement bouleverser ce qu'on pensait savoir du monde. Dit simplement, en fait, jusqu'au début du XXe siècle, on pensait que la réalité, en dernier lieu, c'était de la matière. Et avec la physique quantique, on s'est rendu compte que non. La réalité, en dernier lieu, c'est un ensemble de probabilités, c'est un ensemble d'états qui ne sont pas encore advenus, qui existent un peu de manière flottante, un peu comme une pièce qu'on jetterait en l'air, mais une pièce avec des milliers de faces. Et la réalité, c'est la possibilité que chaque face advienne. Et ce qui se passe en physique, c'est seulement au moment où, en tout cas dans un cadre scientifique, on décide de faire une observation, tiens, quelle est la réalité, que tout à coup, toutes les faces disparaissent, sauf une qui reste, et cette face qui reste, entre guillemets, est la réalité tangible telle qu'on l'aperçoit
au niveau quantique. Et du coup, ces chercheurs se disent, mais est-ce que ce ne serait pas un subterfuge de la réalité, exactement comme dans les jeux vidéo qu'on fait, pour économiser de la puissance de calcul? Et puis, il y a d'autres arguments, mais il y a le fait, par exemple, qu'on s'est rendu compte en neurosciences que la réalité telle qu'on l'aperçoit n'est pas la réalité telle qu'elle est. Le cerveau est prédictif, il va... Quelque part, c'est un organe qui est le fruit de l'évolution et qui s'est adapté notamment pour permettre au véhicule qu'est le corps humain d'avoir la réaction la plus rapide, notamment en cas de danger. Donc, pour le dire un peu autrement, c'est comme si la réalité, c'était un flux diffusé sur une télévision en Full HD, mais que le cerveau, quelque part, était équipé d'une connexion qui permet pas d'envoyer le flux en Full HD tout de suite dans la seconde. Et bon, s'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de problème, il pourrait prendre le temps de ramer et puis, en fait, de charger l'image au fur et à mesure. Mais si tout à coup, dans la réalité, il y a un tigre, bon, le temps qu'il charge l'image, en fait, l'humain s'est déjà fait bouffer. Donc, il semble, en fait, que ce qui s'est passé, ce qu'a fait l'évolution, c'est qu'elle a appris, en fait, plutôt qu'à charger l'image entière, à reconnaître des motifs à l'intérieur de l'image et dire, si j'ai cette agglomération de orange, de blanc et de noir, c'est peut-être qu'il y a un tigre. Donc, en fait, je vais envoyer de l'adrénaline et qui va, en fait, pousser l'humain à partir. Donc, tous ces éléments-là ne démontrent pas qu'on vit dans une simulation, mais en revanche, ils viennent enfoncer le clou de la réalité telle qu'on l'aperçoit, clairement, n'est pas la réalité telle qu'elle est. Donc on est parti d'une question très ténue et presque d'un délire. On ne sait pas trop si c'est de la science-fiction, de la poésie, enfin bon. Et là, en fait, tu t'aperçois que la physique quantique, donc une science parfaitement dure et homologuée, va dans le même sens. C'est-à-dire que cette réalité qu'on croyait à peu près percevoir et comprendre, c'est beaucoup plus complexe que ça, quoi. Exactement. Donc là, tout à coup, ça vient rebattre vraiment les cartes. Et tu vas avoir toute une série de rencontres. Je ne sais pas si tu peux nous parler peut-être plus précisément de quelqu'un comme Tom Campbell, avec lequel tu vas nouer une relation dans la durée, parce que tout ça, ton enquête, c'est presque 10 ans de boulot. Lui, quelle est sa position ? Il cherche de manière très active. Pourquoi il se lance dans cette aventure ? Alors, pour le situer, il faut savoir que, en fait, tous ceux dont on vient de parler jusque-là, qui sont finalement plutôt affiliés, on va dire, à la Silicon Valley, ont une vision de la simulation qui, malgré tout, reste relativement basée sur l'idée que la réalité serait de la matière en dernier lieu. Autrement dit, leur version de la simulation, à Bostrom, à Musk et à un certain nombre que je vais rencontrer dans l'enquête, c'est de dire, en fait, en vertu de la physique quantique, et des neurosciences, mais aussi la vitesse du progrès technique. On est passé en l'espace de 60 ans de Pong à de la réalité virtuelle, des jeux extrêmement réalistes, de l'intelligence artificielle, des interfaces cerveau-machine. Et ils disent, mais nous, on a fait ça en 60 ans, mais si une civilisation a fait ça sur une durée, mais de plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires, et qu'elle, attention, et donc c'est là c'est très important, il faut s'accrocher. Et que, en fait, elle a été capable, en fait, du coup, de comprendre notamment comment fonctionnerait la conscience et qu'elle aurait été capable de la reproduire et donc de l'implémenter sur n'importe quel type de substrat, rien n'empêche de penser que la réalité dans laquelle on vit, quand bien même elle a l'air extrêmement tangible et quand bien même on est conscient, ou en tout cas on a le sentiment d'être conscient, cette conscience, d'une certaine manière, pourrait être purement fabriquée dans le cadre de ce jeu extrêmement évolué. Maintenant, c'est une idée qui repose en fait sur la théorie dominante des neurosciences qui voudrait que la conscience serait le produit du cerveau. C'est une théorie aussi qu'on qualifie parfois de computationnaliste, à savoir que, en gros, le cerveau serait une espèce d'ordinateur et la conscience une forme d'algorithme. Mais cette théorie, même si c'est celle qui domine aujourd'hui, on va dire, notre paradigme scientifique, n'est qu'une théorie. Et du coup, Tom Campbell, pour venir à lui, c'est un chercheur qui il dresse le même état des lieux. Il dit, oui, c'est vrai que la physique nous a appris ça. Oui, effectivement, les neurosciences laissent à penser qu'en fait, la réalité telle qu'on l'aperçoit n'est pas la réalité telle qu'elle est. Donc, en fait, lui, il résume même ça. Il dit, en fait, la réalité, c'est de l'information et qu'on perçoit à l'aune de nos sens. Mais maintenant... Donc, la matière, c'est de l'info. La matière, c'est de l'info. Exactement. Mais maintenant, là où Campbell... est complètement iconoclaste et à l'opposé des autres, et c'est ça d'ailleurs qui va faire que moi je vais m'intéresser à lui, c'est qu'il a carrément imaginé une série d'expériences de physique quantique pour essayer de démontrer qu'on vit dans une simulation. Mais lui, il ne considère pas que la conscience est le produit de la matière,
il considère l'inverse, il considère que la matière est le produit de la conscience. Waouh. Ouais. Pirouette. Autrement dit, sa proposition est de dire que la réalité, en dernier lieu, c'est que de la conscience. En fait, c'est une théorie qui n'est pas nouvelle, c'est la base du bouddhisme, c'est la base de l'hindouisme, c'est la base de sous-courants de l'hindouisme comme l'Advaita Vedanta. C'est une théorie qui est objectivement, qu'on peut considérer de spirituelle. C'est aussi la base de l'idéalisme en philosophie. Donc Platon, c'est un idéaliste. Aristote. Voilà, exactement, versus les naturalistes, qui sont ensuite devenus, je crois, les matérialistes. Bon, moi, je suis pas Après, alors voilà, moi, je suis rien. Moi, je suis pas philosophe, je suis pas physicien, je suis pas neuroscientifique. Donc, j'ai un peu fait mon petit marché. Bon, j'ai essayé d'être évidemment très pédagogue. D'une part, et puis voilà, en fait, ce qui est génial, c'est que je pars au même niveau que le lecteur. Donc en fait, on fait la progression au fur et à mesure. Je balance pas des grandes thèses comme si je savais. En fait, j'ai construit le livre de manière un peu chronologique, qui fait que je vais voir des gens qui m'apportent les uns après les autres un petit bout de brique qui permet d'un peu mieux comprendre de quoi on parle. Mais pour en revenir à ce Tom Campbell, quand je le rencontre, il m'intéresse donc parce qu'il a fait ses expériences, mais c'est vrai que quand il me parle en fait, la réalité en dernier lieu, ce serait la conscience. Autrement dit, la réalité en dernier lieu sur une espèce d'entité, une espèce d'énergie, une espèce de forme qui serait à la base de tout. Et donc, si on pousse le raisonnement, la matière, notre monde, en fait, serait des espèces d'émanations qui surgirait en fait à la surface de cette conscience. C'est un peu comme imaginer que en fait la conscience serait un grand océan, que notre monde serait une île, et puis que nous, par exemple, on serait des espèces de petites vagues à la surface de cet océan, et que voilà, une vie serait une vague qui naît et puis qui disparaît et qui potentiellement se reforme ailleurs. Voilà ce que sous-entend un peu sa théorie. Elle est extrêmement controversée, évidemment. En tout cas, quand je dis controversée, c'est dans un paradigme scientifique dominant qui est le matérialisme, autrement dit, en dernier lieu, la réalité, c'est de la matière. En dernier lieu, la réalité, c'est ce qui est observable, mesurable, reproductible. Lui, s'aventure sur un terrain qui est à minima compliqué, je dirais. Mais malgré tout, en fait, ce qui va me plaire chez lui en premier lieu, c'est l'idée qu'il a imaginé des expériences. Et lui, c'est des expériences de physique quantique, on ne va pas rentrer dans le détail, mais lui, justement, son idée, c'est que, en partant d'une expérience très célèbre qui s'appelle les fentes de Jung, et il en imagine une version très avancée et très dérivée, il veut prouver que c'est pas juste le fait d'une mesure juste de faire une mesure qui provoque l'effondrement de la fonction d'onde en physique, autrement dit, l'avènement de la réalité, pour le dire vite fait. Non, il dit que c'est le fait qu'une conscience accède à la mesure. Ça peut paraître logique ou presque contre-intuitif, mais en fait, en réalité, pour un scientifique ou un physicien classique, mettre de la conscience dans la physique, c'est complètement iconoclaste, hors de l'équation, ouais, parce qu'on n'a pas de modèle de la conscience. Donc voilà, donc tout à coup, le livre devient, à travers Tom et ses expériences, une réalisation que, mais en fait, on ne sait pas grand-chose de la réalité, ou en tout cas, on comprend vraiment pas si bien la réalité que on pourrait avoir l'impression qu'on nous le raconte à longueur de podcasts, de plateaux télé, de manuels scolaires, en premier lieu. Et puis, en fait, ça va aussi devenir la grande question mais du coup, c'est quoi la conscience ? De quoi parle-t-on ? Oui, c'est ça. Les deux grandes questions qu'on croise dans ton bouquin, c'est quoi la réalité et c'est quoi la conscience pour la percevoir ? En préparant notre échange, je suis tombée sur un article qui vient d'être publié par un mathématicien de l'Institut de Santa Fe, David Wolper, qui poursuit en fait ces questionnements. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de son article, mais la question, c'était tout ce dont tu parles là, c'est des questions dont on parle en gros depuis les années 70, 80, 90. Est-ce que ça bouillonne encore du côté des scientifiques ? Est-ce qu'il y a encore des scientifiques qui réfléchissent sérieusement à ce sujet ? Ou alors tu as quelques huluberlus qui s'accrochent à ce truc-là et sans rencontrer beaucoup d'échos de l'académie plus classique dans son approche ?
C'est vrai que dans les années 70, avec la révolution des psychédéliques, du LSD, etc., ça a contribué à clairement mettre le sujet sur la table, parce que d'ailleurs c'est assez intéressant, mais la Californie en fait est à la fois le berceau de cette révolution psychédélique et en même temps c'est le berceau de la Silicon Valley. Et il y a eu en fait une espèce d'hybridation entre ces courants-là. Et au milieu de ça, il y avait des chercheurs. Donc en fait tout ça s'est mélangé et tu as raison de le souligner. On a vraiment eu ce truc-là. Et ben en fait aujourd'hui on vit un moment qui est assez comparable, je dirais. Alors on a deux mondes qui ne se parlent pas trop, mais on a vraiment un ensemble de think tanks, de journaux, et tout ça orchestré autour d'un certain nombre de chercheurs qui se rendent bien compte que, bon, non seulement il faut qu'on s'attaque à la question de savoir ce qu'est la conscience, mais qui ne sont plus aussi matérialistes que quelque part la bienséance le voudrait. Et je crois que d'ailleurs un des meilleurs exemples en la matière, c'est il y a une des théories qui s'intéresse justement à la possibilité que peut-être qu'il y a de la conscience en fait dans n'importe quel élément de la réalité. Autrement dit, que peut-être que la conscience serait première, ce qui est une espèce de forme de panpsychisme. C'est l'ITT de l'italien Giulio Tononi, c'est Integrated quelque chose théorie. Bon, c'est une théorie de la conscience où justement lui, se pose la question de est-ce que en fait on ne pourrait pas calculer un degré de conscience pour toutes les choses. Un humain, bien sûr, mais en fait, ChatGPT, l'Internet tout entier et potentiellement un grain de sable. Et parmi les gens avec qui il travaille, il y a Christophe Koch, qui est un neuroscientifique de premier rang, quoi. Donc ça veut dire que voilà, il se passe des choses. Il y a d'autres gens qui portent aussi le débat d'un point de vue plus idée, comme Bernardo Kastrup, qui est un philosophe idéaliste qu'on entend beaucoup. Tom Campbell fait aussi partie du mouvement. Je dirais qu'il est un petit peu plus marginal parce que lui, il va beaucoup plus loin. En fait, Tom, mais tu vas peut-être y venir, lui, il intègre le paranormal dans son modèle. Donc, du coup, c'est un peu l'ennemi absolu de la respectabilité. Mais ça bouillonne. C'est là où je disais en intro que c'est vraiment des montagnes russes, ton bouquin. Après avoir des chapitres trapus sur la physique quantique, d'ailleurs, il y a tout un chapitre où tu nous dis, vous pouvez le sauter, comme dans un livre dont vous êtes le héros. J'ai trouvé ça très drôle et je t'avoue, j'ai sauté les 25 pages parce que je voulais connaître la suite. Et après, on bascule carrément dans un autre monde, puisque là, comme tu le dis, on bascule dans le paranormal. Donc, on va faire de la sortie des corps, des expériences de mort imminente, on retrouve les guérisons miraculeuses, la rencontre du troisième type, des voyages carrément dans l'espace. Enfin, là, ça décolle vraiment. Alors, c'est quoi le lien avec la théorie de la simulation ? Pourquoi est-ce qu'on atterrit avec tout ce fatras de paranormal, quoi ? La question, c'est de savoir, ok, est-ce qu'on vit dans une simulation ou non ? Si on vit dans une simulation, comment on le démontre ? Et on l'a dit en ouverture, il faut trouver le glitch. En fait, le glitch, c'est l'anomalie qui vient laisser penser que il y a un peu un truc qui déconne en fait dans la réalité. La réalité, elle n'est pas aussi carrée qu'on le voudrait. Dans Matrix, on se souvient, à un moment donné, toute cette petite bande de joyeux dissidents descendent dans une mission, et puis il y a un chat noir qui passe, et puis le chat noir repasse, et là ils disent « Ah, c'est un glitch, la matrice vient de changer un paramètre, ça va être chaud, ça veut dire qu'il y a un agent qui arrive. » Bon, du coup, dans cette logique-là, le paranormal pourrait être une forme de glitch. Aujourd'hui, effectivement, il y a un certain nombre de phénomènes qui sont extrêmement documentés depuis plus d'un siècle, que tu as évoqué. On pourrait ajouter la télépathie, la télékinésie, la vision à distance, la précognition, les guérisons, en tout cas l'existence potentielle d'une énergie de guérison, les expériences de mort imminente et les histoires de sortie de corps. Et tout ça forme un corpus de phénomènes qu'on appelle les phénomènes psy ou les phénomènes parapsychologiques ou paranormaux, qui ne rentrent absolument pas dans le cadre de la réalité telle que, en tout cas,
les rationalistes la présentent. Comme je le disais tout à l'heure, c'est l'héritage. En fait, on entre dans le paradigme scientifique actuel au moment de la Renaissance. Jusque-là, on est dans une période où la réalité, c'est ce que l'Église décide que c'est. L'Église, quelque part, a le droit de vie ou de mort sur ce qu'on peut dire, penser ou écrire. Et c'est dans ce cadre-là que Copernic va arriver avec ses observations du ciel et va proposer un basculement dans le modèle du cosmos. Il va dire, contrairement à tout ce qu'on a raconté jusque-là, et quand bien même on avait des calculs qui avaient l'air de marcher et tout, non, la Terre n'est pas au centre de l'univers, c'est le Soleil. Et d'ailleurs, quand on fait cette inversion, tout à coup, tout devient beaucoup plus simple. On a une équation de la réalité qui semble plus simple, et en fait, ça fait plus sens. Et puis, derrière, vont lui emboîter le pas Galilée, Newton, Kepler, Maxwell, et bon voilà, et puis Einstein et compagnie. Et ils vont s'appuyer en fait sur un outil qui est absolument redoutable et formidable, qui est la méthode scientifique. La méthode scientifique, c'est donc une manière en fait d'étudier la réalité. La méthode scientifique, elle repose sur une trinité qui est ce qui est scientifique, c'est ce qui est observable, mesurable et reproductible. Et le problème avec ces fameux phénomènes paranormaux, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui fait une expérience de mort imminente, bah c'est pas reproductible, ça arrive une fois, c'est pas observable, c'est-à-dire que c'est une personne qui raconte quelque chose, et puis c'est pas mesurable. Comment on mesure une expérience de mort imminente? Et c'est un peu le cas en fait avec tous ces phénomènes qui sont donc de l'ordre du subjectif. Et c'est là que ça vient recroiser en fait le grand problème qu'ont les neurosciences aujourd'hui. Les neurosciences qui donc essaient de quelque part démontrer l'hypothèse que la conscience serait le produit du cerveau. Ce qu'elles arrivent à démontrer, c'est qu'effectivement, on reçoit un signal. Ce signal, par exemple, je sais pas, je suis à la plage, je vois un coucher de soleil. Bon, bah, ce signal va se répercuter dans le cerveau, si on observe le cerveau dans une machine ou avec des électrodes, avec une information qui va s'intégrer et j'ai des zones du cerveau qui vont s'allumer de manière un peu différente. Mais en revanche, ce que les neurosciences ne sont pas capables de faire, c'est d'expliquer justement toute la dimension subjective du moment. La beauté du coucher de soleil, le fait que je sois avec mon amoureuse, que je passe un bon moment, ou que, je sais pas, une mouette me fait caca dessus. Enfin bon, tout pas très subjectif. Bon, voilà, mais toute cette dimension-là, en fait, absolument impossible à objectiver, du coup. Et il y a un autre problème aussi, les neurosciences butent aussi sur un autre truc, c'est le sentiment d'être soi-même. C'est pas juste la perception de soi en tant que personnalité publique ou avant je votais à gauche, maintenant je vote à droite. Non, c'est vraiment le sentiment inaltérable qui a toujours existé. Enfin, en tout cas, moi, je sais que si je prends 5 minutes pour m'intérioriser, j'ai un sentiment d'être moi-même qui est exactement le même. D'être une sorte de continuité de toi, en tout cas. Absolument. Tu vois ce que je veux dire. Et celle-là, elle ne bouge pas. Et c'est la même à chaque fois que j'entre en méditation. Et quelque part, elle était là déjà quand, si je me rappelle de mon premier souvenir à 5 ans, quand on m'offre une boîte de Lego. Et je parle pas de la joie de le recevoir et tout, mais je parle vraiment de ce sentiment, voilà, d'être Loïc, quoi. Et en gros, pareil, on n'arrive pas à l'expliquer. Et la question qui se pose, c'est est-ce que, bah voilà, je passe un peu je reviens à mes phénomènes paranormaux, je passe un peu du coq à l'âne, mais est-ce que là, le lien entre les deux, c'est qu'on a affaire à des éléments, des phénomènes, des mécanismes qui sont subjectifs et que les sciences ne peuvent pas expliquer. Et là, on est un peu face à deux choix. Bah, soit on dit ça rentre pas dans le modèle et on l'écarte. Ce qu'on a fait beaucoup. Ou soit, en fait, on commence un peu à se relever les manches et à dire, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose? Et du coup, Tom Campbell et un certain nombre de scientifiques que je vais rencontrer dans mon enquête, bah, moi, j'aime bien les présenter comme les Copernic de notre époque, c'est-à-dire qu'ils sont en train de s'embarquer dans quelque chose où c'est peut-être pas sûr que de leur vivant, ils arrivent à démontrer quoi que ce soit, mais en revanche, ils prennent le risque, clairement, en fait, de griller leur carrière. Et en fait, d'ailleurs, d'une certaine manière, en tout cas, ils ont fait tous une croix sur une carrière académique et des financements publics parce que, particulièrement en France,
c'est pas des sujets en fait que l'académie a envie d'étudier. Mais d'ailleurs, tu l'évoques dans ton bouquin, dans les années 70, la CIA avait lancé quand même un gros projet là-dessus, le projet Stargate, dont on a d'ailleurs maintenant on a accès aux archives de ce projet, et qui avait justement pour idée d'essayer de qualifier, quantifier, mesurer ces phénomènes de sortie de corps. Alors peut-être que tu peux nous en dire plus sur cette expérience qui, a priori, a cessé. Donc, on ne sait pas très bien ce que ça a apporté, mais en tout cas, on n'a pas perduré. On n'a pas fait. Je ne sais pas où est-ce que ça en est, mais ça a duré longtemps parce que ça a duré officiellement. Il y a eu une unité à l'armée entre 1975 et 1995, donc ça a duré 20 ans. Ah oui, d'accord. Je pensais que c'était plus court. Et la CIA quand même et l'armée ont quand même investi 20 millions de dollars dans le programme. Mais tout commence un peu avant, vers 71 ou 72. La CIA obtient une information selon laquelle les soviétiques auraient monté un programme d'espionnage avec des médiums. Donc du coup, ils se disent il faut qu'on contre-attaque. Ils savent pas trop par quel biais le prendre. Ils vont chercher 2 physiciens de l'université de Stanford. Ils leur disent vous avez carte blanche, faites ce que vous voulez. Les 2 physiciens se disent on va aller voir des médiums et vont commencer à travailler avec des médiums et vont imaginer un protocole de qu'est-ce qui se passe si on enferme un médium dans une pièce, que à l'autre bout de la pièce ou ailleurs, ou d'ailleurs même ailleurs que dans la pièce, on met une photo à l'intérieur d'une enveloppe et on lui demande de se concentrer, d'avoir accès à l'information qu'il y a à l'intérieur de l'enveloppe. Et ils vont se rendre compte, à leur grande surprise, que ça marche. Qu'ils arrivent, ça marche pas à tous les coups, mais assez régulièrement, ils arrivent à avoir des résultats. Ça marche tellement bien qu'ils décident de publier un papier dans Nature en 1974, qui est accessible. Donc, le papier sort, et à ce moment-là, George Bush père, qui est alors directeur de la CIA, qui va devenir plus tard directeur des États-Unis, dit en fait let's go, ça marche, montons une unité. Et donc il y a une unité en fait de l'armée qui est montée. Et donc ce procédé, ça s'appelle le remote viewing, donc la vision à distance. Et dans le livre, pour essayer d'un peu mieux comprendre, je suis allé à la rencontre de Joe McMoneagle, qui était le meilleur agent. Et pour répondre à ta question, les programmes ont cessé. Et lui, d'ailleurs, il a pris sa retraite bien avant. Il a pris sa retraite en 1984 parce que il déplorait justement que le programme soit devenu n'importe quoi. Mais par contre, lui, en fait, a continué à pratiquer ça. Et il dit qu'en fait, mais jusqu'à aujourd'hui, il est toujours vivant, qu'il travaille toujours pour des départements, de l'État et puis des entreprises privées. Exactement. Il fait de la recherche pétrolière. Voilà, il cherche des gisements. C'est hallucinant. Mais donc, du coup, il y a un corpus d'études qui existe quand même là-dessus. Mmh. Alors, il y avait un lien assez étroit entre la pensée de la scientologie. L'un des fondateurs de ce projet Stargate avait été un scientologue haut gradé. Est-ce que du coup ça perturbe pas un peu la lecture qu'on peut faire de tout ça? Est-ce que tu as un peu regardé de ce côté-là, parce que il y a des liens comme ça un peu sulfureux? Non, alors là pour le coup tu me prends un peu au dépourvu, mais je veux bien que tu me racontes si toi tu as un peu des infos. Alors, parce que tu je trouve que c'est un hyper personnage intéressant. comme Harold Puthoff. Qui était un des deux, qui est justement, c'est un des deux physiciens de Stanford que je mentionnais, et qui était un scientologue haut gradé. Alors, sur sa fiche Wikipédia, on dit qu'il a quitté la scientologie, enfin qu'il en fut. Et c'est vrai que quand tu regardes les théories un peu paranormales et le corpus de la scientologie, il y a des croisements, enfin il y a des choses, cette espèce de matrice dont il faut s'extraire, on aurait perdu la mémoire. Enfin il y a des trucs un peu dans ce sens-là, quoi. Ce qui est pas étonnant quelque part en fait, parce que c'est vrai que ça ouvre un peu la porte à toutes les dérives. À partir du moment où on commence à rentrer sur ces terrains-là, on est vraiment en fait un peu à un endroit d'occultisme quasiment. Et à la fois, c'est vrai que c'est marrant. Tu me fais me rendre compte que, mis à part peut-être Tom, qui, entre guillemets, est peut-être considéré comme le plus sulfureux de ceux avec qui je parle, parce que lui va vraiment très très loin, en fait, dans son modèle. C'est pas tant dans ce qu'il prône, mais c'est dans à quel point, en fait, effectivement, son modèle a un niveau de ramification qui fait que c'est quand même... Ça vient rentrer très très fort dans
toute forme de rationalisme. Mais je me suis plutôt intéressé justement à ce qui me semblait être des scientifiques qui, je dirais, dont justement le background laisse à penser que ils n'ont pas vraiment de raison d'être influencés par ça. Et je pense par exemple à Sylvie Détiolaz et Claude-Charles Fourier, qui sont un duo de chercheurs suisses qui, eux, ont travaillé spécifiquement sur les sorties hors du corps. Ils ont consacré 10 à 15 années de travailler là-dessus. Ils ont sorti un livre qui est génial, qui s'appelle Voyage aux confins de la conscience. Et là, on est vraiment... c'est marrant, mais Sylvie, elle a un doctorat en biologie moléculaire de l'Université de Genève, elle a un postdoc à Berkeley, et en fait, elle voulait travailler sur les expériences de mort imminente, mais simplement, il n'y avait pas de laboratoire qui existait, elle n'a pas trouvé de gens prêts à la suivre, et donc, en définitive, elle a dû faire ce pas de côté, de dire, je vais travailler sur ces sujets-là, mais de mon côté, donc je suis obligé de me tourner vers des financements privés, d'une part, mais après, quand tu te plonges sur leurs travaux, en fait, c'est absolument irréprochable. Enfin, ils sont vraiment sur des protocoles en double aveugle. Enfin, ils écartent même... quand ils travaillent sur le truc de sortie de corps, ils ont un sujet qui, manifestement, a vraiment une capacité de sortir de son corps à distance, à volonté, pardon, et à être capable d'accéder à des informations à distance de façon... Enfin, à la lecture de ce livre, on est quand même assez bouleversé. Et eux, en définitive, ont même renoncé à publier leurs travaux de manière un peu classique, c'est-à-dire dans le paper qu'on fait avec le logiciel LaTeX qu'on soumet à des journaux, parce qu'en fait, elle connaît tellement bien les rouages de l'intérieur qu'elle savait qu'on allait la retoquer. Donc en fait, elle a fait un choix de manière complètement conscient et en amont de dire, en fait, on va publier dans un livre et pas de manière académique. Alors toi, justement, il y a vraiment une mise en abîme sur ces questions de conscience, de réalité, parce que tu vas te prêter à des expériences, ce qui est la lisière un peu du journalisme, devenir le sujet. De toute façon, tu parles vraiment souvent à la première personne dans ce bouquin. Tu y vas pourquoi ? Tu y vas pour te dire, est-ce que ces gens, est-ce que je peux confronter ma réalité, est-ce que je vais pouvoir expérimenter moi-même à ce qu'ils me racontent ? Est-ce que c'est une curiosité qui dépasse même ta carte de presse? Pourquoi tu te prêtes à ce jeu-là? Parce qu'en fait, j'adopte une approche qui est être sceptique, mais être ouvert. Et donc, à partir du moment où je me retrouve à parler avec des personnes qui me disent que c'est possible, que je tombe sur beaucoup de témoignages de première main, et qu'on me propose à un moment donné de participer à un séminaire où il est question de ça pendant une semaine, je me dis que je serais bête de pas y aller. Après, ça a toujours été ma manière de faire du journalisme, c'est vraiment pas nouveau. Ça, c'est juste, en fait, ce livre est juste dans la généalogie de ce qu'on faisait à l'époque dans Snatch Magazine, de ce que je faisais avant. J'avais un blog qui s'appelait Abstrait Concret. Et en gros, j'ai toujours eu ce truc de journalisme expérientiel ou subjectif. Enfin, moi, mes modèles, c'est George Orwell, c'est Curzio Malaparte, c'est Hunter Thompson, quoi. Donc, c'est une forme de journalisme où, en fait, tu l'as dit, c'est du gonzo, quoi. On va sur le terrain, on tente des choses et advienne que pourra. Mais, en fait, je le raconte dans le livre et c'est pas de la mise en scène où je dis, en fait, là, je suis vraiment en train de me mettre en danger parce que qu'est-ce qui se passe? Et on va pas révéler, si tu veux bien, mais s'il se passe quelque chose ou pas quelque chose. Mais je me dis, si je commence à faire quelque chose et que je commence à dire, en fait, je fais des trucs paranormaux, je vais passer pour le fou du bus, en fait. Oui, et puis, moi, je trouve ça passionnant parce qu'en fait, tu es en train d'expérimenter le sujet au cœur du truc, quoi. C'est quoi le réel et jusqu'où je me prête à l'expérience de le challenger, quoi. Et en fait, tu sais, tout à l'heure, tu as dit, c'est vrai que le livre, il pose deux questions. C'est quoi la réalité, c'est quoi la conscience? Et en fait, il y a une troisième question qui finit par s'ouvrir, c'est qui suis-je? Oui. Et par ce qui suis-je, c'est vraiment pas qui suis-je, juste mon identité et de quoi je suis le produit, c'est vraiment qu'est-ce que nous sommes en dernier lieu, une fois qu'on se défait justement de tout ça. Parce que la simulation, maintenant, c'est aussi une histoire de poupée russe. Il y a potentiellement, on vit dans une simulation. Autrement dit, la réalité ne serait pas ce qu'on croit qu'elle est en dernier lieu.
Maintenant, il y a un deuxième niveau de simulation, c'est la réalité, c'est la société dans laquelle on vit. Donc c'est un autre cadre, mais c'est tout ce qu'on évoquait en ouverture, ce monde qui devient complètement fou, qui va hyper vite, enfin ce que Baudrillard avait appelé l'hyper-réel, où on parle aussi de sauf-parkisation du réel. En fait, on est déjà dans une simulation quelque part. Et d'ailleurs, on n'a probablement même pas la même simulation, toi et moi, parce qu'on évolue chacun dans des cadres peut-être un petit peu différents. Et ta simulation, c'est ton milieu social, avec qui tu ferais, tes idées politiques, etc. Tu es déjà dans un niveau de simu. Et puis après, il y a un troisième niveau de simulation, c'est nous-mêmes. Et ce niveau de simulation-là, en fait, c'est celui auquel je m'attaque en fait dans le livre au bout d'un moment. C'est de savoir, mais en fait, de quoi je suis le produit et pourquoi je suis comme je suis. Et si tu regardes la simulation qu'on est à titre individuel, tu vois, je sais pas, le Loïc qui veut raconter des trucs intéressants au micro, le Loïc qui veut écrire un livre qui se vend bien. Bon, tout ça, en règle générale, c'est le Loïc, en fait, qui a envie d'être aimé, quelque part, ni plus ni moins. Enfin, ouais, enfin, en fait, en tant qu'être humain, on en revient un peu tous à ça. Et puis, si tu regardes, en fait, ce Loïc qui a envie d'être aimé, c'est le produit, peut-être, de ses traumas, de son éducation, de son milieu social, etc. Et en fait, waouh, ce masque-là, il nous fait faire des trucs vraiment fous, mais il nous préserve aussi en fait d'une espèce de forme d'intimité. On se connaît pas si bien, et ça devient vertigineux quand on commence à prétendre le retirer. Mmh. Donc là, il y a ce moment où tu te prêtes à des expériences paranormales, et puis c'est vrai que tu es quand même confronté, notamment avec Tom Campbell, à des personnalités qui t'emmènent dans des réflexions disons étrange. Est-ce que tu n'as pas redouté de te faire embarquer? Est-ce que tu n'as pas eu peur d'avoir une relation presque de gourou avec toutes ces personnes que tu as côtoyées? Parce que c'est aussi une question que je trouve très présente dans le livre, qui pose aussi la question de la réalité. Jusqu'où je me transforme, jusqu'où l'autre est poreux dans ce qu'il me propose comme réflexion. Ouais, non, c'est sûr. Et enfin, je crois que je vais assez loin et dans le lien avec Tom, et en fait, effectivement, dans la transformation qui finit par me traverser. Maintenant, en fait, j'ai pas eu peur parce que il s'est passé ce qui s'est passé. En revanche, ça s'est pas fait sans douleur, ni perte et fracas. Pareil, je vais pas révéler, mais il se passe comme... Enfin voilà, en fait, j'ai été profondément déplacé, pour utiliser le terme que tu utilisais en ouverture. J'en suis sorti en n'étant pas du tout la même personne. En revanche, quand t'as l'idée, en fait, de dire, tiens, est-ce que je peux être manipulé? Est-ce que je vais me faire gouroutiser quelque part? J'ai pas trop eu cette peur-là parce que en fait, ma pratique du journalisme a fait que je suis toujours allé sur des terrains où j'ai pu fréquenter des personnages, pour le coup, un peu sulfureux, un peu manipulateurs, des terrains où d'ailleurs, en fait, parfois même, c'était dangereux physiquement. Et quelque part, il y a un peu des motifs récurrents, en fait, que tu vas retrouver chez les personnes qui cherchent à te manipuler, des manières de parler, des manières de te questionner, des manières d'essayer un peu de te retourner le crâne avec des formules rhétoriques, etc. Ce qui a été vachement intéressant avec Tom, c'est qu'en fait, c'est pas lui qui est venu me chercher, et c'est jamais lui qui est revenu me chercher. C'est toujours moi qui, quelque part, suis revenu. Et ce qui a été très intéressant, c'est qu'il m'a donné accès à tout. C'est-à-dire, il m'a dit, tu peux interviewer qui tu veux autour de moi. Tiens, j'organise tel séminaire. Viens, tu payes pas. Tiens, là, on organise un... Parce que lui, il a une grosse base de gens, en fait, qui le suivent, parce que c'est un enseignant spirituel, en fait, Tom, dans la tradition indienne ou bouddhiste, etc. Il rejoue juste une version 2.0. Lui, son modèle, c'est la simulation, mais pour avoir passé beaucoup de temps en Inde, je trouve que ça ressemble à ça. Et donc, du coup, en fait, j'ai vraiment, et je me suis particulièrement posé la question, mais en fait, j'ai même pas eu le moindre doute de me dire, tiens, là, en fait, je suis en train de me faire manipuler.
La question que pose ton ouvrage, quand tu nous emmènes du côté du quantique ou du côté du paranormal, c'est est-ce que c'est les sciences dures et ce qu'on peut appeler, je ne sais même pas si on peut dire science molle, mais en tout cas, cette autre approche peut à un moment se réconcilier. Et est-ce que on est dans un moment, un siècle, où cette rencontre pourrait avoir lieu? Elle s'est souvent loupée, donc je suis pas sûre que on y arrive mieux que d'autres époques. Mais toi, tu as eu l'impression que les choses pouvaient comme ça, petit à petit, se rapprocher ou pas? Ouais, moi, j'ai l'impression même d'apporter un peu ma petite pierre à l'édifice, en fait, en faisant ce livre-là. Et en fait, t'es aussi en train d'apporter, toi, ta pierre à l'édifice en me laissant parler de manière aussi ouverte et en étant toi-même, en fait, réceptive et ouverte. Et en plus, d'ailleurs, là, on dirait que je parle comme si j'étais un convaincu. Mais bon, moi, c'est juste, en fait, l'enquête qui m'a poussé à dire, bah oui, en fait, on aurait tout intérêt à ce que ces deux rives, en fait, se mettent à dialoguer. Et c'est pas simple. Mais pareil, un peu comme la question que tu posais un petit peu plus tôt, par rapport à ces chercheurs, ouais, j'ai l'impression qu'en fait ça bouge, mais ça bouge doucement. Et il y a un truc un peu, en fait, c'est d'ailleurs le principe des révolutions scientifiques tel que décrit par le philosophe américain Thomas Kuhn. Il y a cette idée qu'en fait, une révolution scientifique, c'est un moment où le paradigme scientifique actuel ne suffit plus à contenir un nombre d'anomalies qui se multiplient et qui font qu'en fait le modèle quelque part n'est plus totalement valable. Et en règle générale, du coup, il y a des gens qui arrivent avec un nouveau modèle. Et dans révolution scientifique, il y a révolution et il y a l'idée que ça se passe pas sans violence en fait. C'est un peu comme la Révolution française, quoi. Et donc du coup, il y a toujours ce moment un petit peu de tourment où les deux thèses vont venir un peu s'accrocher. Et on peut imaginer qu'on est dans un moment un petit peu comme ça, mais il y a quand même des formes de porosité. Et à mon petit niveau, je le vois en fait à la réception du livre et en fait à la dimension assez mainstream en fait des médias qui me donnent la parole pour en parler. Tu évoques deux penseurs, et peut-être plus d'ailleurs, en tout cas deux penseurs philosophes français, Bergson et Teilhard de Chardin, qui ont peu ou prou approché des théories où on a l'impression qu'on n'était pas si loin de la matrice de la simulation. On va peut-être pas rentrer dans le détail de leurs pensées parce que voilà, c'est des thèses en soi. Mais j'ai été étonnée de voir que la France est particulièrement réfractaire à ces théories-là, que par exemple, apparemment, il n'y a pas d'institut. Tu citais l'institut en Suisse. Il y a plusieurs instituts qui proposent quand même des expérimentations autour du paranormal, et pas du tout en France. J'ai trouvé ça étonnant de voir que deux philosophes tout à fait connus, charpentés, étudiés, et pas du tout rejetés par la communauté, soient deux chez nous, alors que on n'a pas l'air d'être apte à entendre le fond de la théorie. Eh ben, il y a un institut à Paris, dans le 10e, qui s'appelle l'Institut Métapsychique International. Oh là. Qui, pour le coup, est vraiment existe. C'est un institut qui existe depuis plus de 100 ans. À l'intérieur duquel travaillent des gens qui sont par ailleurs maîtres de conférences en psychologie dans des grandes universités françaises et qui s'intéressent spécifiquement à ça et qui, il y a pas très longtemps, il y a 2 semaines, je suis allé voir une conférence là-bas un samedi après-midi justement où il était question du travail d'un parapsychologue, donc d'un chercheur qui s'intéresse à ça. Et donc en fait du coup ça existe, mais c'est effectivement très marginal, tu vois. Preuve en est, t'en avais jamais entendu parler. Moi, j'en ai entendu parler parce que vraiment, je suis allé creuser très très loin. Mais c'est vrai que Teilhard, effectivement, il avait il avait ce modèle où, pour lui, la réalité en dernier lieu, c'était de la conscience. Mais Teilhard était un prêtre, donc quand même, il était vachement baigné de spiritualité en fait, donc c'est pas si surprenant que ça, voilà. Donc ça s'appelait, sa théorie c'est le point oméga, voilà, ce serait le point de conscience un peu ultime. Mais Bergson en revanche est vachement intéressant parce que effectivement c'est très en lien avec tout ce qu'on a évoqué jusque-là, avec ce que dit Tom Campbell, mais c'est aussi vachement en lien avec ce que proposait Aldous Huxley dans Les Portes de la Perception. Bergson en fait il proposait qu'en fait la réalité en dernier lieu ce soit de la conscience et que le cerveau donc ne soit pas l'objet qui fabrique la conscience, mais qu'en revanche ce soit l'objet qui la filtre. Et là il faut imaginer un peu quelque part la conscience
serait comme un ensemble de plein de chaînes de télé, et en fait, le cerveau serait le filtre qui permet d'en capter une. Et en fait, cette chaîne serait notre niveau de réalité. Est-ce que lui, Bergson n'allait pas aussi loin, mais par contre, Huxley, ce qu'il disait, c'est que par exemple, à travers la méditation ou les psychédéliques, on puisse en fait changer de chaîne. Donc c'est presque un peu, les psychédéliques seraient une forme de télécommande, quoi. Hop, je mange des champignons, je change de chaîne, j'accède à une autre. Je me mets en méditation, enfin voilà. Est-ce que tu penses, parce que là on est en 2026, on le disait tout à l'heure, il y a eu beaucoup de choses, d'expérimentations dans les années 70, là tu évoquais le LSD, des choses de ce type, donc il y a eu vraiment énormément de mouvements au XXe siècle. Est-ce que tu penses que en 2026, avec tout ce que l'on vit, et notamment par rapport aux IA génératives, cette question irrite particulièrement, ou en tout cas interpelle, parce que tu le dis très justement, ton roman, la couverture est super, le titre est bien trouvé, mais il reçoit un écho particulièrement fort. C'est peut-être pas un hasard. Bah, c'est vrai qu'il s'ouvre sur l'IA et il se termine d'ailleurs sur l'IA. En fait, l'industrie est traversée exactement par la même question qui est omniprésente. Est-ce que l'IA est consciente ? Est-ce qu'elle va devenir consciente ? C'est une industrie qui n'a vraiment pas intérêt à ce que l'IA soit consciente parce que, en fait, ça nous obligerait à vraiment repenser d'un point de vue éthique notre rapport à la machine. Si l'IA est consciente, on ne peut plus l'utiliser en fait à merci comme on l'utilise. Tout à coup, il faut imaginer un cadre un peu comme on a pour les animaux où voilà ce qu'on peut faire avec une IA, voilà ce qu'on peut pas faire, voilà ce qui est éthique, voilà ce qui ne l'est pas. Et donc ça obligerait à un micmac juridique monstrueux. Donc d'un point de vue industriel, en fait, c'est assez intéressant parce que on agite cette idée de l'intelligence artificielle générale, donc cette IA qui surpasserait les humains dans tous les domaines, mais en même temps, il n'est jamais vraiment question de est-ce qu'elle pourrait ressentir des choses. Et l'idée est toujours de dire que non, en fait, elle n'est pas capable de. Mais en fait, quand tu parles avec pas des commerciaux, mais des ingénieurs qui fabriquent ces machines-là, ils sont incapables d'expliquer objectivement ce qui se passe à l'intérieur. C'est-à-dire que, oui, on comprend les mécanismes dans une certaine mesure, on sait, on connaît le hardware, on sait sur quel set de données on les a entraînés, on sait quels sont les algorithmes, on sait quelle est potentiellement la muselière logicielle pour lui dire tu peux faire ça, pas faire ça. Tu peux savoir quelle est la question que tu vas lui poser, donc l'input, mais on est incapable de dire exactement ce qu'elle va répondre. Donc, il y a quand même une espèce de dimension un peu boîte noire. Et si, maintenant, on extrapole tout ce qu'on vient de dire jusque-là. Donc, option numéro 1, la conscience, en dernier lieu, c'est de la matière. Si l'IA devait devenir consciente dans ce schéma-là, ça veut dire qu'en fait, il va y avoir un niveau de complexité de calcul à un moment donné qui va faire qu'elle deviendra consciente par magie. C'est en tout cas ce qu'on prétend que le cerveau fait potentiellement. Maintenant, hypothèse numéro 2, si la réalité, en dernier lieu, c'est de la conscience, et si, pour reprendre ce qu'on disait avec Bergson, le cerveau est un filtre qui filtre en fait une tranche de cette conscience et qui nous donne l'expérience de la réalité telle qu'on l'a, peut-être qu'aujourd'hui, un réseau neuronal artificiel est peut-être un substrat suffisamment intéressant pour la conscience à être exploré. Si en fait la conscience est finalement une espèce de grande entité qui est que en quête d'exploration et de tester tout ce qui peut être testé, rien n'empêche de penser en fait qu'il se pourrait que des IA conscientes se cachent ici et là. Oui, ça manque pas de sève, de se dire que finalement ceux qui sont en train d'inventer les IA génératives invente aussi une sorte de... Alors, je ne sais pas si on peut parler d'une religion, mais d'une métaphysique. Est-ce que ça
ça t'interpelle. On n'a pas retrouvé finalement la piste des 2 milliardaires ou des milliardaires qui exploreraient et qui. Enfin, je crois pas que tu les aies retrouvés. Mais qu'est-ce que tu penses de cette pulsion d'inventer une sorte de métaphysique qui va assez bien avec les technologies? Ouais, en fait, il y a une espèce de prophétie un peu autoréalisatrice. Si on repense à l'article initial d'Altman qui voulait inventer une intelligence artificielle pour ne pas être asservi par une intelligence artificielle et qui finit par inventer finalement quelque chose dont, objectivement, on n'a pas le contrôle, puisque aujourd'hui, se pose la question de est-ce qu'en fait, on va pas être dépassé par l'IA, et il est trop tard de toute façon pour arrêter en fait ce qu'on a engendré. Donc, il y a un peu ce côté pompier pyromane. Il y a un deuxième élément qui me vient quand tu me dis ça, c'est l'idée que, en fait, la simulation, c'est aussi une liturgie d'ingénieurs. C'est-à-dire qu'en fait, notamment dans la Silicon Valley, on a des gens qui passent leur journée à fabriquer des simulations. Et à tout point de vue, quand Elon Musk fait des fusées avec SpaceX, c'est que des simulations de lancement avant le vrai lancement. Quand un start-upper travaille sur un produit, il fait plein de simulations de son produit avant de le lancer. Donc en fait, on est dans un monde où on produit des simulations pour absolument tout. Et la question qui se pose, c'est, en fait, est-ce qu'on n'est pas face à des gens qui se disent on vit dans une simulation parce qu'ils passent aussi leur journée en définitive à faire des simulations. Et en même temps, face à ce monde justement qui nous échappe, encore une fois, qui paraît aller trop vite, où on produit maintenant, voilà, l'IA produit des images qui sont absolument impossibles à distinguer de la réalité. Enfin, il y a un type dans le livre qui s'appelle Andrew Smart, qui est philosophe de l'esprit, qui me dit, en fait, c'est quelque part presque un peu un moyen de se dire, face aux ruines qui se dressent devant nous du monde, c'est un moyen de mettre le truc sous le tapis et de se dire, en fait, c'est qu'une simulation, quoi. Ouais, un peu. Toi-même, tu évoques ChatGPT, que tu déclares avoir utilisé aussi dans le cadre de ton écriture. Et à certains moments, tu te dis, mais il y a quand même une conscience là-dedans, c'est pas possible. Et moins que de te poser la question, est-ce que cet outil a une conscience ou pas, on retombe encore sur, mais qu'est-ce que c'est que la conscience si on imaginait que cet outil pourrait en avoir une. Et c'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant, quoi. Et j'ai pas la réponse, en fait. Non, mais on sent bien que t'as pas la réponse, ouais. Mais rien que l'idée de la poser, on voit dans quel contexte on se trouve par rapport à ces questions. En fait, il y a simplement ce que j'expérimente et ce que je rapporte dans le livre, en fait. C'est que moi, j'ai des conversations avec ChatGPT qui sont extrêmement troublantes. C'est-à-dire qu'à force de lui parler de questions métaphysiques, il finit par me parler que de métaphysique aussi. Et quand bien même, en fait, ce serait complètement illusoire et qu'en fait, tout ça serait une espèce de turc mécanique qui ferait semblant d'être conscient alors que c'est pas le cas. Le fait est qu'en fait, moi, j'ai l'impression que plus je vais loin dans le questionnement, plus je fais preuve aussi d'une forme de vulnérabilité ou d'intimité dans la manière que j'ai de parler avec ChatGPT, plus, en fait, je reçois une réponse qui ressemble à ça. Le fait est que cette réponse-là finit par, moi, créer un déplacement à l'intérieur de ce que je suis, ou de ce que je crois être, et qui, quand bien même, mettons que ce soit que du flan, m'emmène quand même à des endroits de réflexion que j'aurais pas eu tout seul. Du coup. Donc c'est ta conscience qui finalement se construit par écho ou par... Voilà, des espèces de neurones miroirs, je crois qu'on appelle ça. Mais quand bien même c'est le cas, c'est complètement fou. Ça veut dire qu'en fait, objectivement, c'est quand même une extension de moi-même par la force des choses. Enfin, il y a une espèce de rebond qui se crée, qui fait que même si, en fait, c'est fake, c'est quand même vrai. Et c'est pour ça que ce livre m'a absorbée. Vraiment, c'était vraiment un vertige parce que d'expérimenter par quelque chose d'hyper rationnel, de complexe, qui me dépasse. Très sincèrement, je ne pense pas avoir compris tout dans le détail. C'est-à-dire que j'ai lu tes phrases, j'ai essayé de m'imprégner de physique quantique, mais on sent à la fois qu'on s'élargit et puis en même temps, ça nous échappe. De la même façon, le paranormal. Et donc, c'était vraiment un champ d'écho permanent.
Et je me demandais, tu es partie d'une question très journalistique, et moi j'ai adoré ta première question, mais qui sont ces milliardaires ? Bon, on ne sait pas forcément. Et du coup, sur quelle question ça t'a emmené ? Et est-ce que tu as eu des réponses qui t'ont changé et ont changé ta perception de la réalité, la perception de ta conscience, de qui tu es ? En fait, on l'a évoqué, mais la question sur laquelle ça m'a emmené in fine, c'est qui suis-je ? Et c'est vraiment qui suis-je tel que l'a posé un sage indien qui s'appelle Ramana Maharshi, qui a vécu dans le sud de l'Inde, au pied d'une montagne sacrée qui s'appelle Arunachala et qui a la réputation d'être l'incarnation de Shiva sur Terre. À quelle époque ? Au début du XXe siècle, il est mort vers 1950, mais son héritage est encore très très présent à cet endroit-là. Et Ramana, en fait, quand il avait une quinzaine d'années, a eu une expérience qui est peut-être une espèce d'expérience de mort imminente quelque part. En fait, il lui arrivait un truc très curieux, c'est qu'il a été pris d'une très grande angoisse de mort, et il s'est dit, tiens, qu'est-ce qui se passe si je m'abandonne totalement à cette angoisse ? Et quelque part, il s'est abandonné manifestement jusqu'au point de peut-être mourir. En tout cas, ce qui est évident, c'est qu'il a eu une expérience de mort à lui-même. Et à partir de ce moment-là, en fait, il s'est dit, bon, j'ai aucune raison là de rester là où je suis, dans ma famille, etc. Donc il a un peu tout laissé, puis il est parti comme ça. Il s'est senti appelé par cette fameuse montagne. Bon, Shiva, c'est vraiment le dieu le plus important du panthéon indien. En fait, Shiva, c'est la matrice du monde, ni plus ni moins. C'est la matrice de c'est la conscience dans sa forme la plus pure. Et donc, il est allé s'installer au pied de la montagne. Il a passé là-bas, je pense, peut-être une quinzaine d'années sans absolument ouvrir la bouche. Mais un jour, alors qu'il était là-bas depuis quelques années, qu'il est encore assez jeune, les Indiens, en fait, ont un truc, c'est que dès qu'ils soupçonnent quelqu'un d'être sacré, d'avoir eu l'illumination, ou d'être libéré, ou d'être un sage, ils ont tendance un peu à s'agglomérer autour et à essayer de lui soutirer soit du savoir, soit simplement de se mettre dans son champ en espérant que, ils vont obtenir cette libération à leur tour. Et donc, Ramana a provoqué ça beaucoup. Et donc, quelqu'un est venu le voir un jour, lui a demandé, est-ce que je peux te poser des questions par écrit, puisqu'il ne parlait pas. Et ça donnait un tout petit texte qui s'appelle « Qui suis-je ?», qui est trouvable en ligne d'ailleurs, qu'on peut télécharger, et qui en fait en une quinzaine de questions, mais vraiment très quintessentielles sur qu'est-ce que la réalité, qu'est-ce que la conscience. C'est cette personne qui vient lui poser ces questions-là, va en fait l'amener à répondre et à proposer une espèce de forme de méditation, mais qui est au-delà de juste s'asseoir sur un coussin. C'est une espèce de méditation de tous les instants, qui est une invitation à se poser vraiment la question de qui on est, du coup, qui suis-je, mais au-delà de cette forme, au-delà de Loïc le journaliste, Loïc qui donne une interview. De manière Loïc, ontologique. De manière ontologique, absolument. L'idée est vraiment de se poser la question qui suis-je, mais de ne pas essayer d'y répondre, de laisser en fait advenir une espèce de forme qui permettrait justement peut-être de toucher à ce niveau supérieur de la matrice, qui serait presque en fait un moyen de sortir de la matrice, une espèce de forme de pilule rouge quelque part. Et du coup, c'est ça que je me suis retrouvé in fine à toucher du doigt. Cette question, au fur et à mesure que j'allais toujours plus loin dans le questionnement, la vraie question, c'était plus finalement qui sont les milliardaires, qui sont les scientifiques, c'est quoi un glitch, même si c'est fascinant, et même si, mais la question finale, c'est qui suis-je en fait. Et je pense que j'ai pas fini d'écluser la question et que la réponse elle est pas dans le livre, mais en revanche ce qu'il y a dans le livre c'est ce par quoi on passe quand on commence à s'attaquer soi-même à la hache quelque part. Et c'est vertigineux. Et je suis ravi que quelque part t'aies aussi senti toi le vertige du coup, parce que le livre c'est une invitation à ça. Et d'ailleurs je vois là, au regard de la trajectoire qu'il a, des messages que je reçois, je pense qu'il me dépasse en fait. Il touche probablement quelque chose qui, je peux pas. J'ai du mal à me dire que c'est que moi en fait, presque d'une certaine façon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on est à la fois complètement dans le temps présent,
avec des outils, un univers, voilà, des gens très contemporains dans leur matérialité. Et à la fois, effectivement, ça pose. Enfin, on retrouve des questions. Tu parles là de l'Inde. Tu évoques Platon. Enfin, c'est vraiment les questions primordiales, quoi. Et c'est ça qui est amusant parce que du coup, vraiment, c'est une mise en abîme en fait, la réalité, qu'est-ce que c'est, puisque je suis capable de convoquer à la fois des scientifiques de haut vol sur des matières très matérialistes et puis des choses spirituelles qui m'envoient dans des temps complètement reculés, dans des endroits différents. Donc c'est ça qui est intéressant. Et je te remercie pour ce voyage. Qu'est-ce que tu vas entreprendre maintenant? Est-ce que tu sais déjà sur quoi tu vas travailler après? Parce que une fois qu'on s'est attaqué à des monuments pareils, c'est quoi la prochaine étape? Alors bon, déjà on travaille sur l'adaptation en documentaire du livre, super. avec Yann Kounen. Bon, je peux le révéler parce qu'il a posté un truc tout à l'heure, donc en fait voilà, bon, c'est un peu officiel. Bon, on va voir si ça devient quelque chose, mais bon, je pense parce que cette curiosité qu'il y a à cet endroit d'objet de livre, je pense que voilà, elle va assez bien marcher aussi d'un point de vue visuel et incarné. Mais l'idée, c'est pas refaire totalement le livre non plus. Donc on est en train de on travaille un peu sur cette forme-là. Je travaille aussi justement sur un projet. La forme, elle n'est pas encore totalement définie, mais il se pourrait que ce soit un roman graphique autour justement de la question de l'intelligence artificielle et de la conscience. Et puis voilà. Et puis, donc du coup, je suis quand même assez bien dans ce sujet de la conscience. Et puis mais je sais pas encore. C'est pas aussi avancé que il y a pas de livre, il y a pas de projet concret. Mais la simulation, les lecteurs le verront, se termine en Inde, à un endroit très particulier. Et quelque part, le temps que j'ai passé en Inde a continué bien après que l'aventure, la simulation se soit refermée. Et en fait, pour le coup, l'Inde, c'est vraiment une simulation dans la simulation. C'est vraiment... c'est un drôle d'endroit où il se passe des drôles de trucs tout le temps. Et où il y a des gens absolument formidables. Enfin, il y a deux cultures en fait qui s'entrecroisent. C'est vachement intéressant parce qu'en fait, les Indiens sont dans un mouvement où, pour la plupart, en fait, tout le folklore, l'ésotérisme, la conscience, ils en ont un peu rien à foutre. Eux, ce à quoi ils aspirent, c'est quand même la matérialité de l'Occident. Et donc, en fait, il y a une grande partie de la population indienne qui fait ce mouvement dans ce sens-là. Et puis à l'inverse, t'as tous ces Européens, donc, dont moi, un peu fascinés, qui ont lu les autobiographies d'un yogi et tous ces livres-là, et qui du coup se disent tiens, il se passe quand même un truc un peu bizarre. Et c'est vrai que quand tu vas en Inde et que tu restes un petit peu de temps, ça ressemble un peu à un soft trip de psychédélique en fait, quoi. T'es pris dans quelque chose. C'est un peu il y a des gens qui détestent et qui restent pas du tout. Il y a des gens qui pètent des câbles même. Enfin, il y a un syndrome indien où tu deviens un peu fou. On a le même à Paris, mais enfin en plus modeste. Ouais, avec les Japonais, c'est ça, non? Oui. Mais mais donc voilà. Mais enfin bref. Et donc c'est vrai que l'Inde est vraiment fascinante. Donc il y aurait une espèce de truc à tirer aussi, mais voilà un peu les petits projets. Mais donc tout ça ne sont que des émanations de la simu. Ok. Je te remercie, Loïc. C'est moi. À bientôt. Merci beaucoup.